Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée du 9 juillet 2020 pour 1h30 de direct en votre compagnie. Ce matin, en compagnie de Rahim Abdelaziz, nous allons visiter une ville côtière qui se trouve à l'extrême ouest de l'Algérie, à savoir Ghazouat, dans la wilaya de Tlemcen. Djawdat Gessouma sera parmi nous ce matin. Il va nous présenter quelques lectures intéressantes pour ces temps de saison estivale pour passer un temps agréable en compagnie du livre. Aussi Samy, qui est architecte designer et qui est rubricard avec nous. Alors lui, il va revenir ce matin sur la réalité virtuelle et comment profiter ou comment utiliser cette réalité virtuelle dans l'architecture. Amin Missili, chef cuisinier, et lui, cette fois-ci, il va revenir sur la cuisine méditerranéenne et quelques astuces pour faire de bons plats inspirés de l'art culinaire méditerranéen. Voilà donc pour cette matinée. Mais avant de retrouver notre premier plateau, je vous propose cette pause musicale en compagnie de Amin Djemel du groupe Babylone qui va nous interpréter la chanson Gouloulha et on se retrouve juste après. Et voilà, de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Rahim Abdelaziz vient de nous rejoindre. Rahim, bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va très bien. Alhamdulillah. Alors, ce matin, Rahim, vous nous proposez un petit voyage, une halte à l'extrême ouest du pays. Plus précisément à Ghazouat. Ghazouat qui est situé à l'extrémité ouest de la côte algérienne. On va voir la portée historique de type méditerranéen de cette cité qui dispose d'une histoire des plus riches et variées. Alors, il faut dire que c'est une ville très coquette, Ghazouat. Donc, elle est connue déjà par sa côte, n'est-ce pas? Elle dispose d'une côte des plus féeriques au niveau de l'ouest algérien. Et elle reste méconnue. Et elle est justement concurrencée par Porsay, qui sort du néant. On connaît beaucoup plus Marsa Ben Mehdi que Ghazouat en tant que tel. Et pourtant, Ghazouat ou Ad Fratres pour les archéologues spécialisés dans l'époque romaine, on a affaire à Ad Fratres, c'est-à-dire les deux frères, par rapport aux deux rochers qui s'incrustent à même la passe du port. Ghazouat fut aussi une halte carthaginoise. Une halte carthaginoise. On signale aussi que les Vandales ont pénétré l'Afrique du Nord à partir de Ad Fratres. D'accord. En chassant les Romains et en s'implantant à travers les hordes guerrières de Joséric et ses fils Aléric, qui est mort dans les massifs de Colo. Un siècle plus. C'est une civilisation qui a duré pendant un siècle. Et c'est à travers Ghazouat qu'ils ont pu conquérir l'Afrique du Nord. Alors on rappelle que Ghazouat se trouve déjà dans la wilaya de Tlemcen. Elle a toujours été, malgré les découpages des années 70, elle reste toujours cette daïra, cette ancienne commune qui est intimement liée à Tlemcen. Tlemcen, avec ses différentes civilisations, Almohad, les Moravides et tout, ont toujours fait de Ghazouat leur port pour communiquer avec l'Andalousie et les rives méditerranéennes de France, d'Italie. Alors, justement, Rahim, qu'est-ce qui fait que Ghazouat ne soit pas très connu comparé aux autres côtes algériennes? Et de par la géographie, il s'agit d'une région pratiquement enclavée. Elle est nichée dans les massifs forestiers de Taout. Il faut vraiment se diriger droit vers Ghazouat. C'est le cas de Colo. D'accord. Quand on emprunte la route d'El Milia pour aller à Skikta, si on fait pas, si on bifurque pas à gauche,
on rate le Kolo. Et pourtant, Kolo, c'est pratiquement, elle est assimilable à Razawat en tout point de vue. Razawat jouit de massifs forestiers ou le tuya. Le tuya, c'est un résineux qui n'existe que en Algérie, qui n'existe que au niveau de Razawat. On va y revenir dès qu'on touchera à la flore. Très bien. Alors, vous avez un reportage. Alors, il faut dire, Rahim, vous ne manquez jamais l'occasion de marquer le point et ramener des images surtout. Voilà, jamais les mains vides. Voilà, alors vous êtes revenu avec un reportage. Donc là, vous retracez un petit peu l'histoire archéologique de la ville, ou on va dire de la commune. La commune et son passé glorieux en termes de résistance vis-à-vis des envahisseurs, toute civilisation confondue. D'accord, alors voilà, alors on vous propose donc... On va marquer cette halte à travers, entre Taounet, c'est l'appellation ancienne berbère, autochtone, et Razawat. Très bien, alors on vous propose donc de découvrir ce reportage de Rahim Abdelaziz et on se retrouve juste après. La citadelle de Tount, Qal'at Tount a été démolie en 1845 par les Français après la bataille de Sidi Ibrahim. Le général Bijou. Ouais, exactement, parce que les habitants de la Qal'at Tount ont eu peur des représailles après la bataille de Tount, parce que l'émir Abdelkader a battu le lieutenant-colonel des Montagnac qui a trouvé la mort au cours de la bataille. Et la population a eu peur. Sidi Ibrahim. À Sidi Ibrahim, oui. C'est à 15 km à peu près du côté ouest. Et la population a quitté la citadelle de Tount et s'est installée à Sidi Amar et à Ouled Zeri. C'est des régions inaccessibles dans le temps pour l'armée française. Voilà, voilà. Vous en amorce. Donc on voyait justement en dernier plan Rahim en amorce et on se disait Rahim avait quand même de la chance de pouvoir surplomber une vue aussi imprenable finalement. J'étais à même l'ancienne cité médiévale de Razawat, c'est-à-dire Tount. Tount, c'était l'ancienne Razawat. Razawat, c'est au Ad-Fratres. On les a vus, donc les deux rochers. Vous avez bien mis en valeur dans votre reportage les deux frères rochers. En latin. Le comptoir romain a plus tard été utilisé par pendant la colonisation française pour créer Razawat. C'est-à-dire que tous les vestiges romains médiévaux ont disparu avec. Et seul Tount est resté debout. Comment réhabiliter ce site? Voilà, c'était justement la question que j'allais vous poser. Ce site authentiquement algérien. Alors c'était justement la question que j'allais vous poser parce qu'on a vu quand même à travers le reportage qu'il y a quand même des vestiges archéologiques qui sont là, qui restent, qui sont donc témoins de ce passé. Alors quel est un petit peu l'état de ces sites aujourd'hui et comment les préserver surtout? Pour l'instant, rien n'a été fait.
Et Taout, la cité de Taout, n'a pas bénéficié d'une quelconque restauration à l'identique. Surtout, il faut dire, Rahim, c'est une ville côtière donc qui est confrontée à un taux d'humidité assez élevé. C'est ce qui peut, à la dégradation justement de ces vestiges. Elle est des plus vulnérables en tant que site archéologique. Et pourtant, il a résisté dans le temps. Celle des pans entiers de la cité médiévale de Taout sont encore debout. Et comment les réhabiliter pendant qu'il est grand temps? C'est là la problématique. D'accord, mais il faut dire quand même que, je ne sais pas, probablement, parce que vous étiez sur place et vous étiez en contact direct avec les habitants donc, il y a eu des de cette promesses région. auparavant, mais jusque-là, rien. Quand tu as passé à l'action, c'est-à-dire les gens concernés, les autorités concernées, et notamment le secteur de la culture, ils n'ont pas encore bougé le petit doigt pour préserver un tel site, encore debout. Voilà, mais il faut dire quand même que probablement, parce qu'on l'a vu un petit peu dans les autres régions, où les habitants probablement font des actions pour la protection de ces sites. Juste à côté, on a le cas de Hunayn. Hunayn qui a le même âge, c'est la sœur jumelle de Taout. Malheureusement, la cité de Hunayn qu'on a déjà vue a été squattée par les riverains. Le site archéologique qui est classé, Hunayn, c'est le bastion du premier empereur algérien, authentiquement algérien, c'est-à-dire Abdelmoumen el-Komi, à qui on n'a pas donné d'importance. Le site reste squatté par les riverains. D'accord. Ce n'est pas le cas de Taout, qui est resté isolé. Alors comment la conserver, la préserver? Et tout d'abord, en commençant par sa restauration à l'identique, par des spécialistes en la matière. À l'identique, avec donc les matériaux aussi traditionnels. Donc, à l'identique. À l'identique. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Rahim, donc, pour ce petit voyage matinal. Donc, nous étions à l'extrême ouest de l'Algérie, n'est-ce pas? Il ne faut pas oublier que Ghazouat, c'est une région aussi où l'activité principale demeure la pêche, où elle dispose d'un port mixte, c'est-à-dire de marchandises et de voyageurs, qui complètent justement la pêche. Ghazouat, c'est le deuxième port de pêche en Algérie, après celui de Benissaf. Et la côte Ghazouati est d'une richesse halieutique des plus importantes en Afrique du Nord. Grâce à Ghazouat, on n'est pas en Méditerranée, on est en mer d'Alboran, c'est-à-dire tout près des colonnes d'Hercule, de Tanger et Gibraltar. Ah ben voilà. Merci beaucoup Rahim donc, pour cette petite halte très intéressante. Et puis on a eu quand même, comme à chaque fois, comme à l'accoutumée, nous avons eu à découvrir de très belles images à travers votre reportage. Juste une petite pensée, un petit bonjour ce matin à Kenza Ghazouatiya. Alors Kenza Ghazouatiya qui elle est née à Ghazouat justement, elle a créé une association à Bordeaux, donc en France, pour créer un petit peu ce pont entre l'Algérie et plutôt entre Ghazouat et donc les habitants donc, de Bordeaux afin de faire connaître justement cette région, comme vous l'avez si bien dit, méconnue. Voilà. Merci beaucoup Rahim, donc encore une fois. Alors là, je vous propose un portrait qui a été dressé donc par Feria El-Hamdi sur un écrivain. Donc il s'agit de Mohand Al-Sqi Himer et on se retrouve juste après. Alger la Blanche, dans ce passé de grandeur et ce présent de servitude, et cette belle dame qui du haut de ses millénaires raconte sa saga colorée, son histoire mouvementée, ses populations à travers les âges et son mode de vie. Raconte-moi Alger. Dans ce beau livre de 203 pages, le journaliste et reporter Mohamed El-Sqi Himer témoigne de son adoration de la capitale, en mettant en service ses grandes connaissances des anecdotes et son appareil photo qui capturera près de 200 clichés.
C'est un livre qui est venu comme ça par hasard. Il y avait la directrice des éditions où j'ai édité ce livre. On s'est rencontrés chez un ami une fois, et il avait organisé une petite fête pour des amis. Et là, elle m'avait, lorsque je lui ai raconté Alger, j'aime bien parler d'Alger, c'est une belle ville, c'est une ville-musée. Donc elle m'avait dit, pourquoi ne pas faire un livre? Je lui ai dit pourquoi pas, et ça a démarré comme ça. Donc il y a eu ce livre, c'est un petit livre, je ne peux pas dire, c'est un petit livre qui raconte un petit peu Alger, que comme je l'ai vu et comme je la vois moi. C'est-à-dire qu'il y a certainement des endroits que j'ai ratés, qui sont beaux à voir, mais que je n'ai pas pu découvrir ou que je n'ai pas pu apprécier au départ. Donc j'ai raconté un petit peu Alger, tous les quartiers d'Alger. Il y a 8 itinéraires dans le livre. Chaque itinéraire va d'un point A à un point B. Le plus important, c'est celui qui part de la Grande Poste jusqu'à Bab el-Oued. Là, je traverse la rue Ben Mhidi, ensuite les débuts de la Casbah, l'intérieur de la Casbah, où j'ai parlé un petit peu de tous les mausolées, de toutes les mosquées, des belles maisons, des musées qu'il y a à la basse Casbah, de la citadelle aussi. Donc je raconte ce que j'ai vu sur la base quand même d'une documentation importante. Ce journaliste fait revisiter au lecteur Alger la Blanche, ses monuments, ses ruelles, ses lieux mythiques, mais aussi son histoire. En fait, j'ai commencé, j'écris beaucoup sur les villes. Chaque fois que je pars, par exemple, je suis toujours journaliste, chaque fois que je pars dans une ville pour un reportage quelconque, économie, politique ou autre, je reviens toujours avec un reportage sur la ville, sur la société, sur ce qui existe dans la ville, sur les quartiers de la ville, sur comment vivent les gens dans la ville. Donc je m'intéresse aussi à l'architecture, à l'histoire de la ville, donc je reviens toujours. Je les publie soit dans la presse algérienne, soit dans la presse, soit dans ma radio en faisant des reportages, soit dans des magazines aussi étrangers. J'ai commencé par Alger parce que j'ai écrit beaucoup sur Alger, j'ai écrit beaucoup surtout sur la Casbah. J'ai fait pratiquement tous les métiers qui existent à la Casbah, à commencer par Khaled, l'ébénisterie à la Casbah, donc il m'a parlé de ça. Je lui ai consacré un portrait, à d'autres aussi. Mohamed Eresqi Himer nous prend par la main et nous fait découvrir sa ville El Mahrousa. Suivons-le dans ses 8 itinéraires pour mieux connaître la capitale. Moi, je crois que c'est vraiment je ne sais pas ce qui m'attire, mais je ne peux pas rester une semaine, par exemple, sans faire un tour du côté de la Casbah. Parfois juste pour voir des amis, d'autres fois non. Lorsque j'ai du temps, par exemple, je n'ai pas de travail, j'ai envie de changer d'air, je débarque à la Casbah, donc je m'amuse un petit peu avec des gens, je discute avec les gens qui me parlent un petit peu de la ville. Il y a quelques semaines de ça, j'ai discuté avec un ancien Makeza en lui parlant de l'abri qui a été découvert dans le Cheikh Khaled Mahyout, dans l'ébénisterie, un abri qui a été creusé pendant la guerre d'indépendance. Un bel ouvrage à lire pour faire une longue et conviviale escapade dans la Grande Mahrousa.
Et voilà donc de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Je suis en train de voir quand même un spot qui revient un petit peu sur les modes de transmission de ce coronavirus. Alors, le chiffre juste son talent, le virus est toujours là, il nous guette malgré le donc, c'est de ce virus en culture dans il fait des dans notre pays. Oui, on va. Avec des titres assez intéressants qui on peut pas en ces confinement, enfin oui, confinement, déconfinement, mais bon, on va à la saison estivale. Demi-confinement. Ça va? Mes chaussures devant la porte avant d'entrer à la maison. Ah, il faut le dire. Oui. C'est bien. Déjà, après, ça fait partie déjà de la culture algérienne dans le non, c'est encore plus. C'est recommandé même de mettre avec de l'eau de javel. Oui, ou un désinfectant. On revient toujours à ce sage indien que le coronavirus a un néo-V. Lui, il vient pas si vous ne lui ouvrez pas la porte. Et on ne veut pas que les chiffres très exponentiels. C'est facile de faire de la prévention. C'est plus facile de faire de la prévention, oui. De ne pas toucher les mains, faire des accolades, des embrassades à tout va, se laver les mains, mettre un masque, mettre un chiffon avec de la javel ou un désinfectant. C'est vraiment pas sorcier. C'est très difficile. Les gens racontent. Demandez aux gens qui ont été hospitalisés et vous verrez qu'il y a énormément de problèmes. C'est plus facile de gérer la prévention que de gérer le soin. Exactement. Donc voilà, c'est des actions maintenant. Nous sommes dans de nouveaux paradigmes, de nouveaux comportements. Il faut absolument que l'esprit citoyen se manifeste. Et c'est à travers ça. Les gens doivent savoir qu'ils ont une responsabilité de ne pas contaminer les autres et de préserver la santé de tout le monde. Exactement. Déjà, préserver sa santé, la santé de son entourage. Voilà. Et puis ça devient après un sentiment de culpabilité. Hein. Donc si on est contaminé, l'entourage les est psychologues contaminé. vous le diront. Il y a beaucoup de gens qui se reprochent d'être sortis à un moment donné. Les gens qui ont été contaminés, même ce matin d'ailleurs, ils ont parlé à la radio. Les gens ont une culpabilité, c'est-à-dire les choses vont très loin. Et donc la prévention, c'est vraiment la seule chose qui reste de mise pour... Voilà. Et il faut dire qu'à la maison, on a beaucoup de choses à faire. Des lectures, pourquoi pas. Des lectures, des petits voyages. Des lectures, des petits voyages, des belles légendes qui font rêver. Nous sommes dans un pays qui possède tout ça. Donc on a tout un corpus, un patrimoine de légendes et tout. Alors, et les légendes sont basées souvent sur des faits réels. Des faits réels. Voilà, il faut dire que Dieudet est un fervent défenseur de la culture, de l'histoire algérienne. Il est là tout le temps à nous dire, attention, l'Algérie recèle des richesses culturelles, n'est-ce pas? Oui, mais c'est une vérité. C'est une vérité. Qu'à voir autour de nous, c'est tout. Voilà. Et d'ailleurs, on va le voir dans un petit moment avec en votre compagnie, Samira, donc, puisque ce matin, vous nous proposez un voyage. Voilà. Alors, mais avant cela, donc, aujourd'hui aussi, vous êtes venu avec des titres que vous allez nous proposer. Oui, alors, on commence par le premier. Oui, donc je glane un peu partout des choses et on essaie d'avoir des choses un peu originales. Aujourd'hui, là, dans le domaine de la littérature en Algérie encore. Non, mais moi, quand je pense à Algérie aussi, je voudrais bien juste mettre une petite observation. C'est que moi, je pense maghrébin
méditerranéen. Voilà. Et africain. Et africain. Et l'Algérie en gras. Voilà, Et vous mettez l'Algérie en gras. c'est-à-dire que je ne pense pas d'une manière chauvine Oui. l'Algérie. C'est juste que moi, je me situe dans un culture substrat méditerranéen, maghrébin et africain. Et puis il faut Le dire, monde- peut-être, effectivement, vous avez entièrement raison, parce que l'histoire, elle est commune, hein, de toute Voilà, façon. les communes et voilà, il n'y avait pas de frontières. Donc voilà, mais je voulais vous poser la question, est-ce que vous connaissez Mohamed Essiakham? Et comment Mohamed D'accord. Essiakham. Et Qui est comment originaire d'Asfoun, la ville Voilà. dont les- Voilà, qui est on lui peut aller aussi. même jusqu'à Mohamed Hilmi, et tout. Voilà, qui lui aussi a Tahar participé. Jaoud, même Yahya, il y a plein de gens qui Et viennent Mohamed de- Essiakham qui a été aussi l'un des premiers dessinateurs de la philatélie algérienne, de des la timbres algériens. philatélie, des billets de banque, il a même Ouais. été dessinateur de portraits robots Ouais. à la police. Donc, Exactement. donc voilà, donc, l'histoire est complète. Ouais. Mais est-ce que vous connaissez Mohamed Essiakham? Juste pour la colle. Bien, Non. donc si vous ne connaissez pas Mohamed Essiakham, ce que je ne savais pas peut-être un quart d'heure avant Ouais. vous, C'est son frère. c'est que si ce n'est son frère, c'est Frère, donc son cousin. Voilà. Donc, Mohamed Essiakham, c'est le peintre illustre connu, une Ouais. tempête d'ailleurs, les critiques d'art l'appelaient, enfin, lui et Kateb Yassine, les jumeaux maudits. Et c'était donc une tempête tempétueuse. Et là, on est complètement dans le contraire. Dans l'opposé, d'accord. À l'opposé, d'abord, il s'appelle Mohamed et non pas Mohamed. Mohamed. Et son homonyme, c'est son cousin. Donc, c'est le cousin. Et c'est un personnage, mais alors là, je sais pas, surnaturel, extraordinaire. Alors, tout le monde connaît James Bond avec la série de galeries de personnages qui a apparu. Sauf que la personne qui a écrit James Bond a beaucoup romancé. Et là, on est dans le contraire, où la réalité dépasse la fiction. On est sur un livre qui s'appelle Mémoire d'un insoumis. Donc, je le vois au salon du livre, il est là en train de signer, tout intimidé, comment je dois faire. Bon, donc vous lui expliquez, oui, comment je dois faire, voilà, vous signez, là, voilà, vous demandez. Et après, vous lisez ce livre, qui n'est pas très épais. Il est édité, alors c'est Mohamed Essiakham, Mémoire d'un insoumis, édité chez Shihab Édition l'année passée. Et ça parle du parcours, il parle de son parcours à la première personne. Le livre est préfacé par Dahou Djerbel, qui est un historien, qui a validé, si vous voulez, confirmé et recoupé toutes les infos qu'il y a, puisque c'est très documenté, c'est un livre très documenté. C'est les mémoires de Mohamed Essiakham. Moujahid, qui a connu Khidr, qui a connu Bitat, qui a connu tous les gens qui étaient à l'époque, qui militaient pour une Algérie indépendante. Et là, c'est un parcours, mais complètement fabuleux. Vous avez une série, parce que lui, il ordonne, c'est un commerçant de tissus, un négociant de tissus qui a travaillé la rue Raïs et tout, et marché de Chartres et tout ça. Et il est issu d'une famille très noble, très riche aussi. Mais après, il va s'engager suite à l'acte fondateur de son engagement. Juste pourquoi c'est Mémoire d'un insoumis? Parce que quand il est appelé à passer son service national français, là, il refuse absolument. Et là, il va se sauver, donc, et là, il va être intégré dans les actions militantes et tout. Et c'est un bonhomme qui va subir un parcours, mais complètement fabuleux. Donc, vraiment, j'invite les gens à le découvrir, parce que c'est écrit à la première personne, et c'est pas écrit comme un roman, ou comme, c'est juste des faits qui sont posés comme ça. Il raconte, après, il a failli être tué plusieurs fois, ici et à l'étranger. On a l'impression que c'est un journal intime, en fait. Il y a eu des barbouzes de la DHT, même la Suisse, il a révélé que les Suisses étaient de connivence avec les Français qui n'étaient pas absolument... Ça a amené à une personne, une autre autorité suisse à se suicider. Enfin, il y a tout un ensemble de faits qui sont fabuleux, et on se dit comment ce monsieur est arrivé jusqu'à nous comme ça, avec une
modestie et une bonhomie vraiment fabuleuse. Donc c'est vraiment un livre à découvrir. Il est partout dans les librairies. Alors, on rappelle Mohamed Mémoire insoumis de Mohamed Issiakham aux éditions Chihab. Chihab, aux éditions Chihab. Donc ensuite, on a... Alors, on passe à un autre genre. On a, pour ne pas perdre la boussole, Voilà. il y a un livre qui a été primé par le prix Goncourt en 2015 de Mathias Enard. Et Mathias Enard est un écrivain très à la mode. Il appartient à une sorte de groupe d'écrivains alternatifs comme ça qui sont complètement décalés par rapport à si vous voulez, cette bourgeoisie un peu intellectuelle franco-française. Voilà, un peu bobo. Hadouga, c'est un groupe, il est avec une vingtaine de personnes qui sont complètement parallèles à ça. Ce sont des personnages qui écrivent, Et Mathias Enard est ce qu'on appelle un orientaliste. Mais ce n'est pas un orientaliste du deuxième bureau, c'est un orientaliste qui parle de Syrie, qui parle de musique, c'est un esthète culture, il enseigne l'arabe en Espagne, il est parfait arabisant. Et quand on dit parfait arabisant, ce n'est pas juste du côté linguistique, c'est aussi du côté esprit. Ce monsieur, quand vous échangez avec lui, j'ai eu la chance d'échanger avec lui à un certain moment. 2 jours après, il avait, c'est pas grâce à moi. Moi aussi, Moi aussi, j'ai eu la chance de l'interviewer. Et quand on parle de chance, c'est réellement une chance. Parce que quand vous parlez avec un personnage qui est illustre, qui est très cultivé, qui est un puits de science, qui travaille sur la Syrie, qui incarne cette bonté, cet humanisme. Et ce livre est très, très touffu, très dense. Et ça parle d'un monsieur qui est amoureux d'une femme, d'un musicien. On ressent un tout petit peu les notes autobiographiques. D'accord. Notamment sur les prises d'opium et les campings dans des coins complètement insolites. On sent qu'il y a une petite vérité derrière, mais il nous emmène en voyage dans une Europe qui est un peu plus récente que médiévale, jusqu'aux profondeurs de la Syrie, pardon, avec ce côté Damas, la grandiloquence un peu de cette civilisation et tout. Et lui, il va à travers cette histoire d'amour un peu compliquée, il va nous décrire toute cette belle Syrie qu'on connaît, qu'on essaye de détruire parce qu'elle est porteuse d'une civilisation immémoriale. Et c'est vraiment un livre qui reste d'actualité. D'ailleurs, il est distribué, là on a l'édition Actes Sud. Il a été d'abord édité chez Actes Sud. Actes Sud aussi est une maison d'édition qui édite beaucoup entre les deux rives. Donc ce boussole, ce livre-là, là vous le trouverez aussi en édition algérienne. Berzakh, oui, je crois que Berzakh travaille beaucoup avec Actes Sud. Et donc c'est une maison d'édition qui travaille sur les deux rives. Et c'était vraiment l'objet de ce livre, où on a beaucoup travaillé justement avec lui en parlant des deux rives, comment les dialogues se faisaient entre la rive sud et la rive nord. Et il nous a réconciliés avec ces personnages qui sont cultivés, qui sont de haute facture et qui sont des vrais intellectuels. Parce qu'un intellectuel est une personne qui produit des idées. Et donc les idées que produit Mathias Enard sont vraiment très positives pour l'humanité. Et peut-être rappeler aussi que lui, lorsqu'il s'apprête à écrire une histoire, un livre ou un roman, il va dans le pays ou la région et en fait, il y vit. Il a besoin de s'imprégner. Il ne l'écrit pas à distance. C'est de l'observation participante. Oui, effectivement. Voilà. Et on le ressent. Oui, on le ressent dans son écriture. De ces textes, on ressent plus la qualité, bien sûr, littéraire qui est formidable. Voilà. Ça rappelle un petit peu Ibn Khaldoun, hein, aussi, lui qui se déplaçait. Oui, bien sûr. De toute façon, même dans la tradition grecque, par exemple, les étudiants, ceux qu'on appelait les étudiants, allaient sur 4-5 ans, ils avaient une petite somme d'argent. On a Hérodote qui a écrit. Voilà. Hérodote qui nous a dit que, par exemple, l'Égypte est la fille du Nil. Donc oui, bien sûr, Hérodote, c'est lui le premier à avoir. Avec beaucoup d'erreurs, mais il a quand même fait le premier travail de géographe. Et donc là, vous nous proposez un autre titre
celui de qui on a longtemps dit qu'il était l'inspirateur de La Fontaine. Je ne sais pas. C'est ce qu'on a dit de lui. Il est de qualité supérieure à La Fontaine. À La Fontaine. Donc... Enfin, il a inspiré La Fontaine. Vous Finalement, m'avez La piqué Fontaine. de la réplique, bon, on va mettre ça. Oui, enfin, on dit que La Fontaine s'est inspirée oui, même de lui. comme Voilà. Dante Alighieri a été inspiré par les philosophes perses et musulmans et tout. Comme, bien sûr, eux, ils ont profité du savoir. Quand je dis eux, c'est-à-dire tout ce qui était rive nord, justement, du moins de la Méditerranée, qui est quand même la mer des civilisations. Oui, il y a l'inspiration. Il n'y a pas de mal et de complexe à être inspiré par les autres. Il faut juste continuer le parcours. Et donc, Kalila Dimna, j'essayerai là à travers. Il y a donc Kalila Dimna et Dimna de Ibn al-Muqaffa. Ça appartient à la grande littérature. Là, j'ai ramené l'édition qui est des éditions Alpha. Donc, bien sûr, vous pouvez le trouver un peu partout dans les librairies. Et j'essaie de réconcilier le lecteur avec Kalila Dimna Ibn al-Muqaffa parce que dans Kalila Dimna, vous avez plusieurs contes. Et dans les contes, vous avez plusieurs histoires. Donc, vous avez les contes, il y a à peu près une quinzaine de contes qui sont déclinés où il y a justement le monde animal. Mais le monde animal en dialogue. C'est pour ça que je voulais... Parce que quand on nous a appris Kalila Dimna à l'école, on nous a toujours parlé du stéréotype de Kalila Dimna qui a influencé La Fontaine. Et pour répondre à votre observation, La Fontaine a une morale un peu judéo-chrétienne où c'est moraliste. Voilà, on a besoin d'une souris pour se sauver. Un lion a toujours besoin d'une souris. Dans la nature, un lion n'a jamais besoin d'une souris. Mais bon, on a toujours besoin d'un corbeau, on a toujours besoin d'un renard. D'un fromage. Et il se traîne. À la limite, la citrouille et la cigale et la fourmi, ça va. Et là, nous sommes sur un autre registre. C'est un registre beaucoup plus profond, beaucoup plus subtil. Et remettons les choses dans le contexte un peu perse et tout. Ils ont une vision du monde qui est différente, qui est très subtile. Comme les mille et une nuits, même si on peut reprendre aujourd'hui avec les nouveaux regards, on peut dire les mille et une nuits, c'est un peu machiste, c'est un peu tout ça. Mais en tant que lecteur, nous on cherche le dépaysement. Et ce n'est pas grave si dans un support esthétique, il y ait toutes ces choses-là. Dans les supports esthétiques, il y a la méchanceté humaine, il y a toutes ces choses-là. Et Kalila Dimna est un résumé du monde à travers les voix des animaux. C'est un peu comme la conférence des oiseaux, toutes ces choses-là, et c'est très subtil. C'est pour ça que je voulais réconcilier. C'est-à-dire que le lecteur, nos amis lecteurs, vont trouver dans ce Kalila Dimna beaucoup de profondeur, beaucoup de subtilité et du dépaysement. C'est-à-dire qu'on va lire pour le plaisir, sans se prendre à la tête. C'est le juste plaisir, la jubilation d'être devant des mots. Et c'est incroyable. Quelqu'un avait dit d'ailleurs, c'est quoi des chèvres noires sur un champ de neige? Et c'est l'écriture. Voilà, on dit c'est quoi des chèvres noires. Donc ces chèvres noires sur ce support blond, c'est fabuleux. C'est fabuleux comment juste un livre peut nous emmener très loin dans la philosophie, avec des mots simples, très imagés et tout. Donc ce Kalila Dimna est une réconciliation avec une partie de notre humanité et un voyage fabuleux dans le Moyen-Orient presque. Alors juste Djawdet, pour cette édition, donc c'est une traduction bien entendu. Oui, mais il n'y a pas tous les contes. Normalement, il y a tous les contes. Il y a tous les contes, oui, il y a tous les contes. Il y en a une quinzaine, ils sont complets. Je suis trahi par le volume alors. Vous avez, oui, mais ne vous inquiétez pas, il y a à l'intérieur de quoi faire. Après les contes, c'est toujours de petites histoires qui nous font rêver. Je suis trahi par le volume parce que celui que j'ai, il est quand même assez gros. Oui, je me dis même, vous pouvez. C'est peut-être une belle édition, un beau livre, je veux dire. Non, c'est pas une édition résumée, c'est l'édition intégrale, mais voilà, donc ils ont fait un effort vraiment très très sympa. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre quand même qui peut être destiné à toutes les générations, à tous les âges aussi. Oui, les enfants c'est ça. Là, il est en langue française. Oui. Et donc, oui, c'est justement ça la qualité de ce conte. Qui justement
transcende les distances, transcende l'histoire et transcende les générations. Ce n'est pas destiné juste à être, comme je le disais tout à l'heure, moraliste. Il y a beaucoup de jubilation, même dans l'écriture et tout. Et c'est quand même fabuleux qu'un poète qui a existé il y a des siècles, c'est un lapsus poète, puisque c'est écrit d'une manière très poétique et très allégorique. Oui. Arrive jusqu'à nos jours et continue à nous donner des images miroirs à travers les animaux, le monde animal, parce qu'il y a des dialogues, il y a des situations, des mises en abîme de certaines choses et tout, qui sont très intéressantes à découvrir. Moi, il me fait penser à Baya. Ce que tu viens de décrire me fait penser à Baya dans ses toiles. Baya, la peintre, bien sûr. C'est un univers les animaux sont très présents. Animalier et botanique. Il y a de la flore et de la faune dans l'univers de Baya. Et ça s'explique. Ce n'est pas gratuit ce que vous dites, parce que dans la décoration, dans la miniature, dans tout cet univers qui aussi appartient à Khalila Dimna, appartient à cet univers floral, botanique, animal. Et donc le lien est fait, puisque Baya était très ancré dans cette atmosphère. Exactement. Donc il n'y a pas de souci, la boucle est bouclée. Voilà. L'arabesque est bien pour rester belle. Donc alors, là, on a deux ovnis, qui viennent d'atterrir sur le plateau. Et c'est formidable parce que le champ de la littérature, vous parlez tout à l'heure d'Afrique et tout. Oui. Et là, on est fiers. Il faut le dire. On est fiers quand même de présenter là un Wassini El-Arj qui sort de l'ordinaire. Oui. Et vous lui demanderez c'est quoi le livre là, il vous dira je sais pas. Mais c'est donc Sayyidatou al-Maqam, qui est traduit en tamazight. Et donc c'est formidable. C'est aux éditions Enag. Les éditions Enag, c'est des survivants. C'est des survivants de la SNED, de l'ENAL et tout. Et ils continuent à faire des pépites du genre. Donc là, ils se sont mis depuis quelque temps aux traductions. Et donc là, on a Sayyidatul Maqam de Wassini El-Arj qui est traduit sous le titre Lalla. Où le public amazirophone va pouvoir se régaler, puisque Wassini El-Arj, évidemment, est un peu notre... il n'aimera pas ça, mais je le dis quand même, il est un peu notre Amin Malouf, avec une qualité intrinsèque à Wassini El-Arj. C'est un personnage flamboyant, très prolifique aussi en matière charismatique, flamboyant, modeste, prolifique évidemment, avec une qualité extraordinaire d'écriture et de récit du monde qui nous entoure. Il a une manière de décrire les grandes tragédies ou les grandes belles histoires de notre monde. Et Wassini El-Arj est un écrivain majeur, je pense, de la littérature algérienne, qui n'a pas l'aura qu'il mérite, je veux dire. Il mérite plus. Et donc la revanche, je pense, la récompense de ce charisme, de cette qualité d'écriture et tout, doit être donnée par le lecteur. Oui. Voilà. Et heureusement que nous avons là un exemple de l'élargissement justement de cette masse. Et ce genre de traduction, il faut dire quand même que ça fait gagner ça fait gagner de lectorat et ça fait plaisir aux lecteurs qui découvrent un univers arabophone et francophone et qui aujourd'hui devient mazirophone. C'est très très bien d'avoir... Alors, on va terminer par une note un peu... Encore un autre ovni, vous allez vous présenter? Oui, alors là c'est Symphonie d'agonie, écrit par Sabrina Bahat Jabali, aussi édité chez l'ENAG. Et ça fait partie des nouveautés entre guillemets de l'ENAG, donc c'est toujours très intéressant de découvrir parce que l'ENAG produit aussi beaucoup de classiques à des prix vraiment très raisonnables. Moi j'ai toute la collection des auteurs classiques algériens. Les auteurs classiques algériens et tout, et c'est très bien, c'est pas très cher justement, donc très accessible, voilà.
Et puis, Donc et puis la aujourd'hui- symphonie d'agonie, mais c'est pas aussi dystopique que ça en a l'air. C'est juste des sortes de réflexions posées à travers la poésie sur un peu cet univers, je dirais pas féminin, parce que je n'aime pas les mots littérature féminine et tout ça. La littérature est, et elle est ce qu'elle est. Elle n'a non, pas il de y a genre. quand même une Universelle, écriture elle est féminine. universelle Moi, je suis pour, hein, je te dis tout de suite. L'écriture Voilà, féminine, bien nous sûr. allons bien Tu prends entrer. Assia Djebal, c'est un modèle, un exemple pour l'écriture féminine. Mais elle est- Entre autres, hein, il elle n'y a est- pas elle qu'Assia est Djebal. écrivain, elle a Deux transcendé avis toute... complètement distincts. Oui, non, bien Exactement. sûr, là, on peut, c'est-à-dire, Les effectivement... hommes écrivent voilà. pour les hommes, les femmes écrivent Ah pour bon tout le monde, et spécialement pour les femmes. Je vous informerai que tout ego mis à part, il y a beaucoup de lecteurs qui On n'est me pas prennent pour d'accord. une femme. En fait, ça reste Et c'est un débat, vraiment hein. quelque chose de formidable parce que, justement, il y a des nuances. À chaque fois, ils appellent pour Alors, il faut dire qui est dire- la femme qui a écrit ça. Et c'est une fierté, c'est une fierté. Non, c'est vrai, C'est-à-dire, que on sur, peut c'est vrai que transcender. sur l'appellation littérature féminine, c'est un grand débat qui se pose. Hein. Donc, Ça il y a même arrêtera des femmes jamais. qui sont contre, d'autres qui défendent finalement l'appellation, Moi, et je ça la reste défends. finalement Moi, je la un débat ouvert. Voilà. De toute façon, la littérature reste universelle. Hein. Donc, le plus Voilà. important, Voilà. c'est qu'on puisse toucher quand même et sensibiliser à travers la littérature. L'important est d'écrire et d'avoir des livres Non, qui se c'est-à-dire vendent, le et que le débat- public lise, et que ça Le public s'achète. lise. C'est-à-dire que surtout, et qu'il y ait une le débat, éducation. c'est que je pense que je me suis peut-être mal exprimé, mais accule pas devant deux femmes sur le plateau. Oui. Non, c'est-à-dire que c'est que la littérature féminine, un peu gnangnan, c'est-à-dire quand on dit non, c'est-à-dire on résume. Non, je parle aussi de lecteurs et je parle de gens qui produisent une forme de littérature où elle est tout le temps revendiquée, pas comme Assia, vous avez cité un Assia exemple Djebal. fabuleux. Maïssa B, par exemple. Maïssa Maïssa Bey, Bey. où on parle de maternité, Leïla de Sebbar. féminité, de tout ça. Non, ça, c'est même C'est pas des Nina livres de Bouraoui, recettes de même, cuisine, c'est pas- Non, voilà ce que je voulais D'accord. dire. Quand on la recentre dans justement ce côté, c'était un peu ça que je voulais dénoncer. D'accord. Voilà. Mais évidemment, vous avez cité Les des auteurs illustres littéraires, qui des justement auteurs transcendent littéraires. tout ça tout en décrivant leur féminité d'une manière évidemment Extraordinaire. extraordinaire. Voilà. Et donc là, on revient On est à sur ce, oui, à ce symphonie titre. d'agonie. Là donc le lecteur doit savoir que le rituel de mort est toujours aussi lié au rituel de vie. Donc voilà, donc ne pas trop avoir peur. Quand Ouais. on parle justement de ce côté un peu sombre de la mort, dans toutes les civilisations, le rituel de mort a toujours suivi le rituel de vie. Et donc là, elle nous décrit un peu un univers où elle se pose des questions sur plein de choses. Donc c'est des questions un peu existentialistes, existentielles, mais qui sont résilientes et qui ne sont pas dystopiques, c'est-à-dire qui ne sont pas négatives. Elles sont résilientes. Et donc La lumière la femme Ah, la femme. qui est productrice de lumière et de... Bien sûr. Oui, oui, Voilà. il faut le dire et le répéter. Donc, à l'ère de toute urgence, vous allez à l'ENAC, vous allez dans toutes les maisons d'édition, même si vous ne trouvez pas le livre, ils peuvent Alors, ce sont des poésies, vous le hein. commander. Là, c'est de la Ce sont des poésie, poésies, mais c'est oui, de la poésie un peu en prose, un peu avec des Oui. aphorismes, avec quelques petites pointes. C'est très, très léger à lire, c'est vraiment sympa en une après-midi, devant un bon petit café, un bon petit thé Exactement. au jasmin. Vous pouvez vous régaler sous les oliviers ou sous les citronniers. Et c'est une de très bonne lecture, vraiment. Voilà, donc vous voyez le conseil que Jawed Qui vous donne, facilite vous donne même, le conflit. il vous donne même finalement comment L'ambiance l'ambiance, Oui, voilà, bien finalement, sûr, il faut se comment, faire plaisir. faire le décor environnemental finalement. Voilà, hein, bien comment, sûr, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup Jawed donc Plaisir est pour moi. pour toutes ces propositions. On reste dans la culture, donc vous qui êtes un fervent défenseur de la culture, et cette fois-ci on va aller du côté donc de Mohamed Essiakhab. Oui. On va aller à la ville donc de Mais Mohamed pas que, Essiakhab. hein, il a Et cité pas que. Siakhem, mais il y Et a pas que. Alors, on a Tarajaou cité dont je suis aujourd'hui- fan, Allah yarhamou, Voilà. il y a... Aujourd'hui, enfin, on a fait référence à Mohamed Essiakhab du moment que Jawed a commencé par Mohamed Essiakhab ce matin. Et ce sera avec vous, Samira. Oui. Alors aujourd'hui, vous allez nous faire découvrir un, Une petite, un objet, un vestige Exactement. archéologique très important, d'une valeur inestimable, inestimable. Alors il s'agit ce matin de... qui a été retrouvé à Asfoun. Donc Asfoun est à peu près 160 km, 150-160 km d'Alger. Et donc on remonte l'histoire et on va en juin 1934, année où
une découverte fortuite, un buste en fait d'Amazon a fait l'objet d'une découverte fortuite dans un ruisseau à Port-Guédon, parce qu'à l'époque Asfoun s'appelait Port-Guédon. Mais Asfoun a eu énormément de noms puisqu'elle a connu plusieurs civilisations, puniques, phéniciennes et surtout romaines. Parce que ce qui a été trouvé quelques mois plus tard par des chercheurs, ce sont des vestiges, énormément de vestiges romains. Il y a eu les thermes, il y a eu une nécropole, des citernes, des choses comme ça. Et un temple, bien sûr. Tout ça est répertorié. Peut-être qu'on pourrait voir. Il y a une carte justement des découvertes archéologiques. Alors là, nous avons déjà une photo qui est. Alors, ce qu'on voit maintenant, c'est le sarcophage de Belléphron. Et c'est la légende dont on va parler. De laquelle on va parler aujourd'hui. Puisque parmi ces découvertes, alors c'est à Asfoun, ils ont trouvé ça près du port, mais ils ont aussi trouvé dans les terres, dans les villages, tout autour. C'est vraiment riche, hein, les valeurs sont inestimables. Qu'est-ce qui se passe? Ils les transportent au musée des Antiquités. Donc, musée d'Antiquité, art islamique du Téléni, que tu connais très bien, juste à côté. Des Beaux-Arts, au-dessus des Beaux-Arts. Pas très loin des Beaux-Arts, mais aussi du parc de Galan, qui à l'origine était l'une des demeures de Hassan Pacha. Voilà. Et donc, avec le temps, il a été transformé, même au temps des Turcs d'ailleurs, de la régence d'Alger, par les Ottomans. On entreposait des choses comme ça, qu'on trouvait des choses archéologiques, comme des musées. Lui, en réalité, le musée, c'est au milieu des années 1800 qu'il a été créé. Et donc, on ramène le sarcophage de Belléphron. Tu me demandes qui est Belléphron? Non, c'est moi. Non, j'attends avec impatience qui est Belléphron. On est accrochés, on s'y attend. Non, d'abord, eux, ils pensent que le plus important dans cette histoire, il faut le rappeler pour que les gens le sachent et qu'ils aillent à Asfoun pour découvrir tout ça, c'est que l'Amazone qui a été trouvée, le buste, avait une espèce d'accroche. Et donc, tout de suite, ils en ont déduit les archéologues en ont déduit qu'il s'agissait d'un sarcophage. Et comment ce sarcophage a été c'est ce que nous sommes en train de retrouvé exact. Alors, ce qu'on voit, c'est toujours le sarcophage. Et ce qu'on voit sur la droite, c'est la tête d'une chimère. Voilà, d'une chimère qui a été tuée par Belléphron plus tard. Donc, le sarcophage, comment il a été retrouvé? Il a été retrouvé par fragments. Et ça te rappelle quelque chose peut-être? Fragments. Ils l'ont reconstitué. Oui, fragment par fragment. Non, Nejma de Kateb-Yassine, qui a été écrite par fragments. Non, Nejma de Kateb-Yassine. C'est pas grave. J'ai essayé, je fais des analogies comme ça. Il a en ordre et quand il est allé le présenter au manuscrit, le manuscrit. Donc il a présenté. Non, je suis désolée. Il a écrit sur de petits bouts de papier et il a écrit par fragments. C'est ce qu'on appelle. Et d'ailleurs, ça se voit sur la photo. Il manque quand même des petites choses. Il manque. Donc ça se voit que c'est des fragments. Donc il y a une restauration qui a été faite. Voilà, donc ils ont essayé de recoller les petites choses. Peut-être rappeler que la chimère qu'on a vue au début sur la photo était un symbole, avait pour but d'éloigner d'effrayer, oui. Non, pas du tout. Ah bon? De conjurer le mauvais sort. Donc un but apotroïque. Donc il n'y a pas que ça. L'idée, c'est quoi? C'est qu'ils ont recollé le sarcophage, ils l'ont ramené à Alger, et donc c'est une très belle découverte, une découverte inestimable, et ça nous rappelle toute l'histoire de Belléphron, oui, est transcrite sur ce sarcophage. Toute la légende. Cité dans l'Iliade. Voilà, que nous avons vu avec vous d'ailleurs la dernière fois. Dans la mythologie gréco-romaine, on les cite ainsi de ce mythe. Et donc ça rappelle... Alors finalement, Samira, qui est ce personnage? Ah voilà, qui est... Finalement. Ce personnage s'appelait Hipponos à l'origine, mais comme il a tué son frère d'une flèche en voulant viser une biche, donc il est devenu criminel malgré lui, c'était un accident. Mais à l'époque, les dieux, il y avait l'Olympe, Dieu, tout ça, plusieurs dieux, se sont fâchés contre lui, et donc, comme pour tout assassin, il a été banni de sa cité. Et il est allé vers un ciel de Protéa. Tu connais Protéa, le roi Protéa, dont la femme malheureusement a causé la perte de Belléphron, puisque celle-ci a tenté de le séduire, et comme il n'était pas très, très d'accord, puisque c'était un homme plein de sagesse et qu'il savait qu'elle était surtout la femme de celui qui l'avait recueillie, il l'a refusée. Et
Elle s'est sentie humiliée, elle est allée se plaindre à son mari, le roi, et le roi a décidé voulait le tuer, mais comme il avait peur des dieux, il l'a envoyé chez le beau-père de sa femme, donc de la reine, avec une tablette. Donc il lui a demandé d'emmener cette tablette, c'est pas la tablette numérique qu'on connaît aujourd'hui, mais certainement l'ancêtre de la tablette. L'ancêtre de la tablette d'aujourd'hui, effectivement. Et sur la tablette qui était fermée, il a écrit qu'il fallait tuer le porteur de ce message. Donc Bellérophon est parti, est parti en toute confiance chez le beau-père de Protéa. Et ce qui se passe, c'est que pendant 9 jours, ils ont fait la fête, il a été reçu comme un invité, comme la coutume l'exigeait. Et au bout de 9 jours, le roi, donc Iobat, décide d'ouvrir son courrier, donc la tablette, et trouve le message qu'il fallait parce qu'il justement, il y avait eu la femme du roi Protéa l'avait accusé de violence et tout. Donc il fallait laver l'honneur de sa fille et de son gendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide, il voulait tellement le tuer, il n'a pas réussi, ayant peur des dieux, il décide de l'envoyer combattre la chimère. Donc la chimère qu'on a vue tout à l'heure. Non, pardon. Pardon. Là, c'était la méduse qu'on a vue tout à l'heure. La chimère. Cheveux en serpent. Voilà. Elle est destinée à. Alors la chimère s'est vissée dans la région. Alors il s'agit d'un lion, d'un animal avec une tête de dragon, une tête de lion, une tête d'un bouc qui crachait le feu. Enfin vraiment quelque chose. Voilà, c'est ce qu'on voit en bas. Donc, on a l'impression que c'est un lion. C'est un assemblage de plusieurs animaux. C'est un animal fantastique. Mais pour ça, il a accepté. Bellérophon a accepté. Mais en chemin, il fait un rêve, en fait. Il fait un rêve. Il s'endort et il fait un rêve. Et il voit la déesse Athéna qui lui dit, donc, si tu veux tuer la chimère, il va falloir dompter Pégase. Pégase qui est ce qu'on vient de voir, le cheval ailé, qui a un pouvoir extraordinaire, celui de la rapidité entre autres. Et elle lui dépose en cadeau une selle en or pour qu'il puisse s'arnacher dessus, exactement, et pouvoir tuer la chimère. Je vois que tu es très très intéressée par le sujet. La mythologie, ça a toujours été très passionnant. Oui, c'est fascinant. Après, on ne sait pas si la chimère a réellement existé, on ne sait pas si les méduses en réel. Il y a tellement de versions qui changent, on ne sait pas exactement. Mais ce qui est certain, c'est que ces choses ont été retrouvées. Le sarcophage, il date du IIe siècle. Donc, l'histoire quand même continue. Peut-être qu'il y a des petites choses vraies qui ont été imaginées. Ce que vous dites toujours, d'ailleurs, une légende est toujours basée sur quelques faits réels, finalement. Bien sûr. Après, je ne sais pas si on assemble quelques faits réels et on remplit les vides. La mythologie remplit toujours les vides. Les vides. Dans la sociologie, on apprend ça. La mythologie, le mythe remplit toujours les vides. Donc, il y a toujours une explication logique de... Moi, je suis fascinée par le fantastique, c'est-à-dire l'imagination de l'époque, comment ils pouvaient imaginer ce genre d'animaux ou humains, moitié humains. D'ailleurs, l'histoire de Bellérophon, c'est qu'il se prenait pour un héros, il se prenait pour un demi-dieu. Il est, à l'origine, on dit qu'il est le petit-fils de Sisyphe et le fils de Glaucos, mais il y a une version qui dit qu'il est le petit-fils de Poséidon, donc un demi-dieu. Poséidon, qui est le dieu de la mer. Voilà, avec un pouvoir, les demi-dieux avaient autant de pouvoir, si ce n'est comme les dieux. Donc, il est allé avec cette selle, il a réussi à dompter la chimère. Pégase. Ah, Pégase, qui venait s'alimenter près d'une source. Il faut abréger parce que l'histoire, elle est super longue. Et pour chacun des personnages, beaucoup de temps, exactement, il y a une histoire à raconter. Il arrive à tuer la chimère grâce à Pégase. Il tue aussi un peuple qui s'appelle les Solims. Il tue les Amazones aussi. Donc, à chaque fois, Iobat, le beau-père de Protéa, lui trouve une excuse pour pouvoir se faire tuer. Et en fait, à chaque fois, Bellérophon revient vainqueur. À la fin, il pense que réellement c'est un demi-dieu et il le marie avec sa fille. Et ils ont des enfants, mais Bellérophon est toujours, il garde une rancœur contre Sténébé, qui est la femme de Protéa, le roi qui l'a envoyé chez Iobat. Et ce qui se passe, c'est qu'il décide de repartir la voir. Il lui fait croire qu'elle l'a séduit et qu'il l'a fait monter sur Pégase et il l'emmène très haut dans le ciel.
Et ce qui, à un moment, il la lâche. Il la lâche, voilà. Elle tombe. Les dieux, elle meurt, Voilà. bien sûr. Les dieux se fâchent et ils encore. décident de punir Bellérophon. Alors, Qui lui très tombe rapidement, aussi. alors, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et c'est très Tout ça, c'est passionnant. parce que tu as pris tout le temps. Donc, on rappelle juste que le Sarcophage. sarcophage, voilà, pardon. Est Que au le sarcophage musée est des au musée aujourd'hui Antiquités. des Antiquités, Oui. donc qu'on peut visiter. Oui, Voilà, on peut voir du et moins on peut- trouver l'histoire. Les musées sont toujours fermés, Voilà. mais En attendant donc la conjoncture actuelle. voilà. Mais j'ai Merci pas fini beaucoup. l'histoire. Oui, c'est tellement passionnant, on n'a plus beaucoup le temps, malheureusement. D'accord. Alors, on y reviendra Inch'Allah. certainement, Samira. Donc, merci beaucoup donc, d'avoir été parmi nous, Jawdet Samira. Merci plaisir pour beaucoup. On est vraiment désolés. Non, hein, mais vraiment, c'est pas l'histoire est très passionnante, mais certainement, on y reviendra. Voilà. Alors, dans un petit moment, on va retrouver donc Samy, lui qui va nous parler donc de la réalité virtuelle et l'architecture, mais ce sera juste après, ce spot de sensibilisation. Voilà. Et voilà, de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Là, nous recevons Samy. Samy, bonjour. Samy Hamoud, bonjour. Bonjour, Ça va, Samy? super bien. Alhamdulillah. Alors, Samy, aujourd'hui, vous allez nous parler d'une haute technologie, hein, finalement. Aujourd'hui, Oui, on va aller. complètement. Voilà, c'est la technologie d'aujourd'hui et de demain. Certainement, mais surtout appliqué à la visualisation en architecture. Voilà. Et en fait, ce qui se cache derrière ces mots compliqués, c'est juste l'avenir de la représentation d'idées et de concepts dans le domaine de l'architecture et du design. Et voilà, alors aujourd'hui, vous allez nous parler de la réalité virtuelle et l'architecture. Alors, avant de parler de cela, la réalité virtuelle, c'est quoi? La réalité virtuelle, en fait, en quelques mots et de D'autant plus, manière... excusez-moi, très- il y a oui. deux mots, réalité virtuelle, deux mots complètement opposés. Hein. C'est On a ça, l'impression que c'est- c'est paradoxe, là. C'est exactement ça, parce que de sa définition elle-même, elle est antinomique. Oui. C'est projeter une personne physique dans un environnement créé numériquement. Voilà. Donc c'est projeter quelqu'un qui existe dans quelque chose qui n'existe pas. Et c'est ça en fait, c'est là où est réellement la prouesse. Mais avant d'expliquer en fait cette application-là en architecture et en design, on va essayer quand même de faire le point sur l'état des lieux actuel de la représentation d'une idée ou d'un concept en architecture et en design. En fait, on peut passer la représentation en archi et en design est passée par plusieurs étapes ou plusieurs jalons, ou ce qu'on pourrait aussi qualifier d'ère. On a eu la première ère qu'on va voir avec le premier visuel qui a été surtout... On va voir dans la Voilà, première vidéo. c'est... non, premier visuel. Ah d'accord, Voilà, visuel. première ok. image, voilà, première image. C'est surtout, en fait, c'est une... voilà. Voilà. Donc vous voyez, c'était l'ère des jolis dessins, des illustrations, des Mhm. plans projetés à la main. Donc c'est une époque qui a énormément d'âme, qui a beaucoup de corps, Effectivement. mais qui a énormément de défauts aussi. C'est Mhm. qu'elle est extrêmement chronophage et qu'elle n'a pas beaucoup de flexibilité. Et il va falloir...
l'architecture va rester dans cet état-là en fait, de représentation jusqu'à peu près au début des années 90, ce qu'on va voir aussi avec le second visuel, donc jusqu'au début des années 90 avec l'apparition des outils de CAO, à savoir conception assistée par ordinateur, qu'elle soit en 2 dimensions ou en 3 dimensions. Et donc là, on va voir la naissance de simulations, de plusieurs variantes, des formes de plus en plus complexes qui vont arriver, des choses qui n'étaient pas possibles au dessin à la main. Et ça va offrir beaucoup de facilité et beaucoup de flexibilité, qui vont en fait rester, les choses vont aussi stagner pendant une dizaine, quinzaine d'années, jusqu'à en fait l'explosion des nouvelles technologies et surtout de la puissance des calculs des ordinateurs. Donc là, en fait, on est rentré dans ce qu'on appelle l'ère de la communication. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé, cette explosion de technologie, de puissance de calcul a permis la naissance de nouveaux logiciels photoréalistes. Donc là, comme c'est illustré par le 3e visuel, on va arriver sur des rendus extrêmes, des rendus. En fait, on a l'impression d'y être. Donc les ambiances sont extrêmement bien restituées. Et là, en fait, l'architecte va être dans une nouvelle posture. Au lieu d'essayer d'exprimer son idée de la manière la plus simple possible, il va rentrer dans une opération séduction avec son client. C'est pour ça qu'on parle d'ère de la communication. Donc on va commencer à essayer d'immerger le client ou un autre architecte ou un collègue pendant un concours dans notre futur projet. Il faut dire, Samy, excusez-moi, là, vous êtes en train de dresser un petit peu l'historique de l'histoire ou l'historique de l'architecture. On voit quand même l'évolution, elle est exponentielle. Hein, donc là, vous êtes parti quand même très loin dans l'histoire, et puis des années 90 jusque-là, les choses ont complètement basculé finalement. C'est ça, et ça va continuer à s'accélérer, parce que vous allez voir, c'est début 2017 en fait qu'on a réellement eu l'explosion de la réalité virtuelle en architecture, qui était le step pour moi le plus logique, parce qu'on est passé de l'ère de la communication, on était arrivé à bout des logiciels qu'on exploitait, on les exploitait bien, on les connaissait, on connaissait la technologie, on savait représenter d'une manière très fidèle, et en fait il manquait quelque chose, et ce qui manquait, c'était l'immersion au cœur même du projet, et cette immersion n'est possible que grâce à la réalité virtuelle. Et en fait, comment ça marche? Il suffit juste d'avoir un casque ou un masque sur la tête, et pouf, on l'allume et on est à l'intérieur du projet. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est un outil en fait qui va s'adresser à 2 catégories. D'un côté, les professionnels comme moi, à qui ça va énormément faciliter les choses, et d'un autre côté, que les clients, que ce soit des clients professionnels ou des clients particuliers. On va le voir en fait sur la première vidéo, comment pour nous, architectes, ça va nous changer les choses, car c'est un outil qui offre une immersion tellement ouf. Alors on va voir la vidéo. Voilà, ça offre une immersion telle que par exemple là, vous voyez que l'exemple de quelqu'un qui est en train de concevoir un espace. Donc on peut glisser un élément, le dimensionner, pouvoir le déplacer, l'agrandir en se disant par exemple là, oui, cette cloison, je l'aimerais bien un peu plus grande, donc je vais la faire arriver jusqu'à la moitié du salon. Mais aussi en fait avec la palette qu'on programme en amont, pouvoir placer un mobilier, le déplacer dans la scène, regarder en fait ce que ça va donner avec les ombres, les lumières, les perspectives, l'étirer, l'agrandir. Et voilà, donc c'est tout ça qui va offrir réellement une immersion. Mais au-delà de ça, ce qu'on va voir maintenant avec le 2e extrait vidéo, c'est que ça permet aussi la vérification d'hypothèses de design et d'hypothèses de circuit. Donc sur la 2e vidéo, c'est par exemple, voilà, c'est un exemple de centre commercial où on avait mis les escalators en plein milieu de l'atrium, du puits de lumière. Et on s'est dit non, mais finalement, avec l'expérience utilisateur, quand on a visité le projet en réalité virtuelle, que finalement au milieu, c'était pas top. Donc très simplement, on est toujours sous le casque, on est toujours en train de concevoir et discuter en équipe. On s'est dit, et si on essayait de décaler ces escalators sur la gauche? Et là, en fait, on a libéré beaucoup plus d'espace, on a libéré l'atrium et on se sentait beaucoup mieux dans l'espace. Donc beaucoup plus de visibilité finalement par rapport au projet. Hein. Donc, ça, c'est qu'en fait, on pourra le maîtriser jusqu'à des degrés jamais atteints. Parce que par exemple, pour les professionnels, on va pouvoir visualiser tous les réseaux de fluides qui se trouvent dans les faux plafonds. Par exemple, à savoir que dans les réseaux de faux plafonds, allez, je prends un exemple de centre commercial, vous avez le réseau incendie, vous avez le réseau électrique, donc vous avez plusieurs couches de réseaux qui se superposent, surtout la climatisation qui est très gourmande dans l'espace et en volume. Donc imaginez que tout ça, au lieu de superposer des dizaines de plans, de visualiser à travers un écran 3D en tout un, là non, avec la réalité virtuelle, on pose nos plans, nos sandwichs de plans, et on rentre dedans. Et on se balade à l'intérieur et on voit où est-ce que ça peut coincer. Mais l'autre atout réel qu'on va voir maintenant avec l'extrait vidéo numéro 3 est pour le client, qu'il soit professionnel ou particulier. Donc sur le 3e extrait vidéo, vous allez voir qu'il suffira juste de mettre sur la tête du client le casque de réalité virtuelle. Donc là, vous voyez que c'est la phase d'apprentissage. Donc généralement, ce sont des gens qui n'ont pas l'habitude de cet outil-là.
Donc le temps d'appréhender l'espace, de commencer à se mouvoir dans son, par exemple là, un projet d'appartement, commencer à regarder en détail certains luminaires utilisés. Voilà, on commence à appréhender. Vous voyez qu'on peut se baisser, regarder un petit peu à droite, regarder à gauche. Vous avez un peu la miniature en bas à droite qui montre ce qui se passe en réalité avec le client et le casque sur la tête. Là, dès qu'on a commencé à appréhender l'espace, on peut commencer à bouger de manière plus simple. Et là, on se dit, ah, et si j'allais voir à quoi va ressembler ma future chambre? Là, on pourra vérifier les volumes sous plafond, les espaces, les espacements autour du lit. Et on apprend beaucoup plus de choses. On se dit là, oui, le dressing, est-ce que j'ai assez de rangement? Est-ce que les meubles sont à la bonne hauteur? Parce que tout est mis à l'échelle. On peut vérifier aussi sa salle de bain, si elle nous convient, si la vasque est à la bonne hauteur. Par exemple, imaginez, on a de temps en temps des demandes de clients qui sont assez grands, qui demandent un mobilier qui est un peu plus haut. Donc là, en fait, en leur disant, oui, on a mis par exemple votre vasque à 1,10 m du sol. 1,10 m pour un client, ça ne veut rien dire. 1,10 m, 1,05 m ou 1,20 m. Là, on peut lui faire expérimenter en lui disant, choisissez par exemple entre une hauteur de plan de travail de cuisine à 1,10 m, 90. Qu'est-ce que vous trouvez le mieux? Et là, en fait, ça lui parle plus parce qu'il va pouvoir le toucher. C'est beaucoup plus palpable finalement pour lui. Exactement. Et un dernier atout avec le dernier extrait vidéo, c'est la facilitation du dialogue entre l'architecte et son client. Donc là, par exemple, vous voyez, on est sur des débats, par exemple, de l'ordre du petit détail. Par exemple, là, moi, finalement, le canapé que vous m'avez choisi, moi, j'aime pas cette couleur. Donc, on pourra changer en temps réel et voir ce que ça donne. Oui, mais finalement aussi, le tapis, moi, je suis pas fan du tapis. Donc, choisissons un autre motif ensemble. Donc là, on programme plusieurs motifs. Donc, on a, par exemple, un motif à damier, quelque chose d'un peu plus calligraphique. Ou, par exemple, les meubles. Oui, mais moi, là, j'ai imaginé, peut-être le client, moi, j'imaginais des couleurs un peu plus funky. Et là, en fait, le débat peut s'engager. Non, mais finalement, les couleurs un peu pop, ça va pas. Donc, on revient sur une essence de bois un peu plus classique. Et donc, vous voyez que là, il y a une facilité de dialogue, une facilité de discours qui est beaucoup plus palpable pour un non-initié à l'architecture, qui est le client. J'avais dit au début qu'il s'adressait aussi à deux catégories de clients différentes, qui étaient la catégorie des clients professionnels qui peuvent être des promoteurs immobiliers, par exemple, pour la facilitation de la vente sur plan. Donc, imaginez qu'aujourd'hui, vous allez acheter un appartement sur plan, vous arrivez chez votre promoteur immobilier, mais en fait, le plan, vous ne le comprenez pas, vous allez commencer à le tenir dans tous les sens. Mais là, non. Le promoteur immobilier va juste vous mettre le casque sur la tête. Vous allez visiter votre futur appartement. Voilà. Alors tout ça, Samy, c'est quand même j'ai envie de dire fascinant, particulièrement donc, pour le client qui se projette un petit peu dans sa future demeure. Mais probablement, on va terminer sur une question. Qu'en est-il de l'application de toutes ces technologies ici en Algérie aujourd'hui? Ça reste quand même assez mineur comme technologie parce que c'est quand même assez récent. Donc même en Europe, j'en ai fait l'expérience, ça se met en place petit à petit. Voilà, c'est pas encore très développé. C'est pas très développé parce qu'en fait, ça demande des qualifications que peu de personnes ont encore. En fait, quand je dis qualification, il y a énormément de personnes qui font de la réalité virtuelle. Mais des personnes qui font de l'archi ou du design et de la réalité virtuelle, c'est beaucoup plus rare déjà. Donc déjà, il y a un déficit au niveau de la compétence humaine. Donc c'est le facteur humain. Et le facteur technologique aussi, parce que ça demande des ressources quand même assez grosses. Ça demande de grosses puissances de calcul, ça demande un matériel pour le développement professionnel, j'entends bien, assez onéreux, parce que pour le grand public, on commence à descendre dans des prix très très abordables à peu près pour tout le monde. Mais voilà, pour le matériel de développement, ça demande encore un sacré petit budget. Et donc vous voyez en fait cette technologie-là, qu'elle soit de la vérification d'hypothèses de design jusqu'à la réalisation ou la présentation au client, la réalité virtuelle peut se trouver à n'importe quel moment de la conception du processus architectural. Très bien, merci beaucoup Samy donc, pour ce petit voyage virtuel dans la réalité virtuelle. Alors deux concepts, je rappelle, complètement paradoxaux et pourtant qui font bon ménage aujourd'hui. Exactement. Et il fera encore mieux bon ménage demain donc avec le développement de cette technologie. Voilà, merci beaucoup Samy, on vous retrouvera très bientôt. La semaine prochaine pour parler de la cousine mal aimée de la réalité virtuelle qui est la réalité augmentée. Ah on verra. Voilà. Là, je suis un petit peu. Je vous laisserai le suspense, j'en dirai pas plus. Alors d'ici la semaine prochaine, on aura plus ample information. Merci beaucoup Samy, encore une fois, ravi de vous avoir reçu. Alors là, je vous propose une pause musicale en compagnie de Freakland pour retrouver donc notre ami Amine Missili qui lui nous parlera de la cuisine méditerranéenne pour la dernière station de cette matinée.
Voilà, de retour donc sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Amine Missili vient de nous rejoindre. Amine, bonjour. Bonjour. Ça va, Amine? Alhamdoulilah. Vous allez bien? Ah, toujours bien. Quand je suis là, je suis bien. Nous aussi. Ah, Quand vous êtes là, on est très content de vous recevoir. Merci. Alors, Amine, ce matin, on va donc revenir à quelques astuces, encore une fois, qui ont trait à la cuisine méditerranéenne, donc à l'art culinaire méditerranéen. La dernière fois, vous nous avez donné beaucoup d'astuces et beaucoup de conseils, surtout en ces temps de confinement, plutôt en cette conjoncture sanitaire très particulière. Donc même le régime alimentaire, donc finalement, doit s'adapter à la conjoncture oui, bien sûr. dans laquelle nous sommes en train de vivre. Exactement. Il faut toujours être à jour par rapport à l'événement qui est, c'est-à-dire le quotidien de l'Algérien. On a des gens qui sont toujours dans un moment très délicat tel que le confinement ou bien la période du Covid. Donc il faut toujours s'alimenter, s'adapter par rapport à la conjoncture actuelle. Maintenant, les gens sont confinés, ils font moins de mouvements, ils font moins d'efforts. Il y a des gens qui ont des grippes répétitives et les grippes répétitives sont sujets, c'est-à-dire ils peuvent vous rapprocher du Covid. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de vitamine C, beaucoup d'aliments où le pH est très élevé, beaucoup de liquides chauds, beaucoup de... Éviter le froid, éviter la clim, éviter beaucoup de choses. Donc, et diminuer les ratios de nourriture parce que les gens font moins de mouvements. C'est surtout ça, voilà. Donc, c'est vrai, beaucoup de personnes, à la fin du confinement, se sont retrouvées avec quelques kilos, quelques grammes, quelques centimètres en plus. Beaucoup de kilos. Beaucoup de kilos. Je voulais minimiser un petit peu l'effet pour ne pas choquer. Mais effectivement, des personnes se sont retrouvées avec des kilos en plus. Et parce que finalement, le mode de vie a changé, mais le régime alimentaire, lui, n'a pas changé. C'est ça, c'est ce que je dis toujours. Moi, je dis il faut s'adapter par rapport à votre quotidien, à vos événements, à ce que vous faites. C'est-à-dire, si vous êtes là la journée à la maison, diminuez les ratios de... C'est-à-dire, si vous prenez un repas à 300 grammes et vous dépensez la journée, aujourd'hui, vous prenez un repas à 300 grammes, mais vous êtes à la maison. C'est pas normal. Vous n'avez pas où dépenser ça. Ou bien faire des mouvements à la maison et essayer de brûler quelques calories, ou bien diminuer carrément éviter les sucres lents, c'est-à-dire quand on mange des sucres lents, ils sont par exemple les pâtes, par exemple le couscous, par exemple, si on mange la ratio, c'est-à-dire la ration habituelle, c'est-à-dire on n'a pas où dépenser tout ça. C'est des sucres lents. C'est des sucres lents qui sont là à être emmagasinés dans le corps et qui cherchent à être brûlés, c'est-à-dire tout au long de la journée pour pouvoir donner de l'énergie. Ça, c'est pour les pâtes. Alors le pain, n'en parlons pas. C'est des pâtes, c'est-à-dire fait partie des pâtes, des féculents. Alors le pain, n'en parlons pas. Le pain qui est une culture finalement. Et surtout notre pain. Parce que si on farine blanche. Si on parle de pain, le pain traditionnel, la baguette, la vraie baguette qu'on mangeait avant, c'est une baguette qui est faite selon les règles de l'art. Elle a sa période de fermentation, sa farine, c'est une farine complète. Donc, il y a c'est du sucre lent. C'est complet et c'est plus sucre lent qu'autre chose. Au jour d'aujourd'hui, on prend des choses, c'est-à-dire on prend des farines, nous faisons des stabilisateurs, des conservateurs, on prend de la levure qui est raffinée, et ça devient carrément du sucre rapide. Le pain a changé maintenant. Au jour d'aujourd'hui, le pain a changé. Avant, c'était du sucre lent où il était bénéfique pour le corps. On prenait un bout et c'était bénéfique pour le corps. Maintenant, il faut éviter parce que c'est devenu un sucre rapide carrément. Voilà, c'est ça le problème. Et justement, Amine, au niveau de votre restaurant, par exemple, ou au niveau des menus que vous proposez, donc vous faites très attention à la conjoncture actuelle finalement. Oui, on fait très attention. Bon, nous à l'hôtel Mazafran, qui c'est un hôtel public qui appartient au groupe HTT, des hôtels et des stations thermales et des hammamat. Donc on fait toujours par rapport au Covid, du moment qu'on est un centre de confinement, c'est-à-dire on recevait des gens. Et on faisait très attention aux repas. C'est-à-dire nos repas doivent comporter beaucoup d'ingrédients qui sont liés pour avoir une immunité plus forte que
d'habitude pour pouvoir combattre ou éviter le Covid. Ça vous arrivait, Donc, Amine, pendant ce confinement, de vous entretenir, par exemple, avec les confinés, par rapport à ce que vous proposez comme menu? Les confinés, est-ce qu'ils se posaient des questions, par exemple, Oui. ce que vous proposez comme menu? Oui, oui, les gens habituellement mangent normal, c'est-à-dire ils ont un rythme culinaire normal. Au jour d'aujourd'hui, on est obligé d'intégrer beaucoup de produits qui n'ont pas l'habitude de manger à gogo. Par exemple. Par exemple, la tomate. Par exemple, toutes les boissons sont tièdes ou à température ambiante. Ah, sans glaçons, Par alors. par exemple, les tisanes. C'est-à-dire que on prend un petit déj, après on doit prendre un petit truc, on prend une tisane carrément. C'est-à-dire ça, c'est pas habitué. Les gens ne Voilà. sont pas habitués à On est prendre habitué à ça. prendre le café, le thé peut-être, mais les tisanes pour cette beau matin, Exactement. Donc il faut généralement. prendre les tisanes, il faut manger beaucoup de citron, beaucoup d'orange, beaucoup de tomates, beaucoup d'ail, beaucoup d'oignons. Là où il y a le pH qui est très élevé, et là où il y a la vitamine C à gogo. Donc on propose ça, on donne ça, c'est-à-dire on exige ça. C'est devenu une exigence. Alors là, nous sommes en train de voir quelques photos de vous dans votre cuisine Ah et oui, les ça, repas Ça, c'est la cuisine méditerranéenne. méditerranéennes. Ah oui, c'est la cuisine, moi, j'aime pas dire la cuisine méditerranéenne. C'est la cuisine bio-méditerranéenne. D'accord. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est dans une région, dans une zone où tout le monde, et les spécialistes de la gastronomie, ont l'œil braqué sur nous. C'est quelque chose c'est-à-dire tout le monde voit, parce qu'on a une diversité de produits. On a le produit bio, on respecte les saisons. C'est un puits de savoir, un savoir culinaire. Et tout le monde, même les Américains, les Asiatiques, ils sont braqués sur nous. Ils préfèrent prendre de la Méditerranée, pour pas dire l'Algérie. Et comme l'Algérie est un pays grand et qui a une grande moitié qui est sur le bassin méditerranéen, donc on a une diversité c'est-à-dire on est représentateur, on est l'ambassadeur. Si on voit, on est l'ambassadeur de la cuisine Même pour ce qui est des herbes aromatiques, par exemple, Amine, généralement qui sont recueillies au niveau des plaines, au niveau par exemple des montagnes, là où il n'y a pas du tout d'utilisation de pesticides, par exemple. Donc même pour ce qui est des huiles végétales, pour ce qui est des huiles essentielles, pour ce qui est des herbes aromatiques, il y a toujours cette préférence vers ces pays-là, parce qu'il n'y a pas finalement cette culture qui se fait donc avec des pesticides et qui se fait avec des produits chimiques. Ici, c'est-à-dire, si on parle de la zone méditerranéenne, quand on parle d'herbes, quand on parle d'aromates, quand on parle de ça, on a toujours le produit qui est de saison. C'est-à-dire, prenez le romarin, il est de saison. Le romarin, prenez le basilic, il est de saison. Si vous prenez le thym, il est de saison. Si vous prenez laurier, il est de saison. Donc, plus les aromates et ce qu'on appelle comme herbes de cuisine, elles sont de saison. Elles donnent beaucoup de choses bénéfiques pour l'être humain et pour le plat, les saveurs. C'est surtout les saveurs. C'est des saveurs de fraîcheur. Vous prenez le basilic qui est de saison, vous le mettez sur des pâtes, ça a une autre saveur. Prenez le thym sur un rôti, ça a une autre saveur. Vous prenez de laurier sur un poisson, ça a une autre saveur. C'est-à-dire, et en plus de tout ça, on a le climat adéquat pour ne pas mettre des insecticides et ne pas mettre des produits et ne pas mettre... on ne touche pas, on ne change pas. On ne donne pas un produit chimique pour avoir un rendu meilleur. Donc il est comme ça, il est meilleur. Au jour d'aujourd'hui, on prend la cuisine bio-méditerranéenne comme exemple. Le monde entier, il se verse vers la cuisine bio. Maintenant, ceux qui ont dans le monde, et je pèse mes mots, ceux qui ont des restaurants bio, c'est des restaurants qui sont complets 5 ans, 6 ans, 5 ans, voire 10 ans. Moi, j'ai fait une tournée grâce à Canal Algérie. Je suis allé aux États-Unis, j'étais ambassadeur de la cuisine bio-méditerranéenne. On a fait 5 États. Je suis allé et on rappelle que vous avez hautement représenté l'Algérie pendant votre tournée. Ça, c'était l'ambassadeur aux États-Unis et j'ai eu la médaille d'or à Milan aussi dans l'Expo universelle. C'était la cuisine bio-méditerranéenne aussi. C'est-à-dire on était dans le cluster bio-méditerranéen où il y avait quelques pays qui représentaient la région. Aux États-Unis, à San Francisco, il y avait un restaurant qui s'appelle maintenant French Laundry.
chef, c'est un chef étoilé, 5 étoiles. Le guide Michelin a fait, le guide rouge a fait une exception pour lui attribuer 5 étoiles. Pourquoi? Parce qu'il fait de la cuisine bio. Il a ses potagers, il a ses élevages, il fait des trucs bio. Le bio, la preuve qu'on a un produit bio, c'est quand on voit le légume, on voit le fruit, on voit, il n'est jamais de taille unique, Voilà, c'est toujours une plus petite, une plus grande. Et c'est ce qui fait le charme. C'est pas calibré finalement. Mais non, c'est des campagnes pour faire, c'est-à-dire donner ce savoir-là aux petits élèves dans les maternelles. Parce que, par exemple, aux États-Unis ou en France, vous partez prendre ou poser la question à quelqu'un, vous lui dites la carotte elle est de quelle saison, il ne le sait pas parce qu'il la voit carrément dans les étalages tout au long de l'année. Tout au long de l'année, la tomate, kiff. Donc, il ne peut pas savoir, il ne peut pas distinguer où il a la carotte de saison ou la carotte qui est sous serre ou avec des insecticides. Donc, ils sont en train de faire des campagnes. Maintenant, c'est exigé, c'est un module. À l'école, c'est un module, l'agriculture est un module. Donc, c'est très important de manger bio. Voilà. Et légumes, fruits de saison surtout. Ah oui, c'est surtout 5 beaucoup. légumes et fruits. Hein. Voilà. Ça, c'est très important. On rappelle à chaque fois 5 jusqu'à 7 légumes et fruits par jour. Amine, merci beaucoup. C'est moi. Amine, vous ne voulez pas me rendre service comme la dernière fois? Ah bon? Donnez le mot de fin. On va la refaire. Allez-y. Allez, vas-y. Allez. Je vais juste vous détacher. Me détacher. Exactement. Et voilà. Eh bien, ce fut toujours un réel plaisir de vous inviter chez nous à Bonjour d'Algérie. Merci beaucoup pour l'invitation. Bien sûr. Et à nos téléspectateurs, je vous dis à très bientôt. Restez branchés sur Canal Algérie, Bonjour d'Algérie. Toujours des surprises, des thèmes qui correspondent à la conjoncture et à la mode et à la journée et à la tendance. Qu'est-ce que je vais vous dire? الحاجة ما تنساش دعينا بالخير. يا ناس الخير بقاو معنا et à demain inchallah avec d'autres invités et d'autres surprises. À partir de 9h. À partir de 9h. Salam.